Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler des échelles de point de vue du physicien. Alors, pour cadrer le problème, on peut commencer avec quelque chose que vous connaissez certainement. Vous avez constaté que de temps en temps il fait chaud, il fait froid, et vous voulez mesurer la température. Donc, vous inventez des thermomètres et puis vous devez les calibrer. Alors, vous cherchez dans la nature des points de repère pour définir l'échelle. Alors, en Europe et dans les pays civilisés, on utilise l'eau comme élément qui va nous fournir ces points de repère. Et on a fixé le zéro, la température qui correspond à la fusion de la glace. Et puis le 100 degrés, c'est l'ébullition de l'eau. Voilà. Alors maintenant, vous avez divisé ça en 100 parties, et donc vous pouvez maintenant communiquer la température à d'autres personnes, et eux peuvent faire le même type de raisonnement, le même type d'étalonnage, et cela devient une mesure, disons, valable sur toute sur la Terre, disons. Maintenant, si vous allez un peu plus en profondeur, vous avez fait une étude de physique un peu plus précise, vous avez découvert que la chaleur n'est rien d'autre que le mouvement des atomes, et donc il est logique de redéfinir un zéro, le zéro, comme étant la température qui correspond à la situation dans laquelle les atomes sont tous immobiles. Voilà. En pratique, ici, vous avez tous les ingrédients de l'histoire des échelles en physique. Peut-être vous pouvez essayer de réfléchir à ce qui se passe s'il n'y avait pas ces points de repère. Donc, vous éliminez l'eau. Bon, avec ça, vous avez éliminé aussi le prix Nobel de chimie à l'Université de Lausanne, donc ce serait un peu dommage, mais vous supposez que vous n'avez pas de points de repère. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de définir cette subdivision. Vous n'avez pas de zéro, vous n'avez rien, et ce serait un problème. Mais non, s'il y a quelques physiciens ici, c'est le rappel quelque chose qu'on appelle une symétrie, entre parenthèses. Mais ça, c'est un autre problème. Mais non, effectivement, il existe des situations dans lesquelles il n'y a pas d'échelle. Vous ne pouvez pas fixer des points de repère. Alors ici, vous trouvez cette jolie fonction dans Wikipédia, et puis vous pouvez zoomer là-dessus. Donc cette fonction produit des points, distribués d'une certaine façon, aléatoires. Et si vous zoomez là-dessus, vous voyez que la figure change un tout petit peu. Mais les propriétés statistiques de cette fonction sont telles que vous ne pouvez pas savoir à quel point du zoom vous êtes. Ça va de moins l'infini à plus l'infini, mais vous n'avez aucun moyen statistique de dire « Ok, je me trouve au point, je ne sais pas, au milieu, au point zéro, entre le moins l'infini et le plus infini. » Donc vous n'avez pas de zéro en pratique. Effectivement, la distance entre les points est toujours à peu près la même, la distribution, je ne sais pas, les fluctuations verticales sont à peu près les mêmes, donc il n'y a pas d'échelle dans ce cas-là. Alors on verra ce point-là justement dans un moment. Ça c'est le résumé, enfin le menu pour aujourd'hui. Donc je vais parler des unités de mesure. Donc, on a vu la température, mais évidemment il y a le mètre, le seconde, le kilogramme qui sont les plus importantes. Je vais parler des propriétés d'échelle, point de vue mathématique, et des exemples d'invariance et de l'invariance d'échelle. Et puis je vais vous parler de ce que les ingénieurs, enfin le point de vue de l'ingénieur sur les échelles. Donc vous savez que les ingénieurs, c'est les gens qui font des choses utiles, qui permettent de gagner de l'argent. Et puis aussi, évidemment, puisque je suis physicien des particules, je vais aussi parler des échelles dans la recherche fondamentale, donc en particulier dans le cas de la cosmologie et des particules élémentaires. Voilà, alors, je vous ai dit qu'on allait parler des unités de mesure. Elles sont nécessaires justement pour définir des points de repère dans vos mesures. Alors, pour le kilogramme, jusqu'à, je crois, la fin de cette année, on aura encore cette unité, ce kilogramme échantillon
qui a un échantillon de référence, mais il paraît qu'il perd du poids, donc on va le transformer, enfin on va changer avec une autre technologie. Plus intéressant, disons, c'est le second et le mètre, parce qu'ils sont liés par la vitesse de la lumière. Alors, la seconde, bon, il y avait la définition astronomique, mais à un certain moment, on s'est rendu compte que la Terre ne voyageait pas toujours à la même vitesse, donc on a préféré utiliser une technologie un peu plus sûre et plus facile à contrôler, hein, donc avec des horloges atomiques. Une fois qu'on a défini la seconde, le mètre est défini à partir de la vitesse de la lumière. Alors, on dit que le mètre est le parcours de la lumière à 1/292 458 de seconde. Et c'est un nombre exact. Il n'y a pas de virgule ici. Donc, on s'est arrangé pour avoir un nombre exact, hein, puisqu'on avait un certain degré de liberté, hein, entre ça et ça. Et ici, on utilise la vitesse de la lumière parce qu'on pense que, en tout cas dans notre univers, la lumière est un paramètre exact, une constante universelle, et cela a donné origine à la théorie de la relativité, l'électromagnétisme, etc., etc. Voilà, alors maintenant, supposons qu'on ait envie de tricher un tout petit peu. Donc, par exemple, on va modifier l'échelle temporelle. Alors là, j'ai une jolie animation. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Évidemment, elle ne fonctionne pas. Ah. Ça ne va pas bien si on n'arrive pas à faire partir ce machin. Oui, il est parti. Il est parti? Ah, vous le voyez ici, je ne vois rien. Donc, vous voyez, ce n'est pas une copie exacte. Alors là, vous voyez le développement d'une foudre. Et certainement, vous vous dites, OK, ici, on triche. On a ralenti très fortement le déroulement du film. Mais évidemment, si j'avais changé la vitesse, disons, comme je dis là, d'environ 5%, vous n'aurez rien pu décider parce que le phénomène est trop rapide, donc c'est impossible à l'œil d'identifier qu'on a triché. Mais si dans cette expérience, on avait eu un appareillage pour mesurer la vitesse de la lumière, 5%, vous aurez tout de suite détecté. Donc là, il n'y a pas moyen de tricher de ce point de vue-là. Peut-être plus facile à comprendre, c'est ça. Supposons que vous voulez faire un film avec des gens qui sont des géants, hein, 5 fois l'auteur de la normale, donc vous devez multiplier par 5 un peu tout, les immeubles, le morbier qui est ici, etc., etc. Donc c'est impossible à faire, donc qu'est-ce qu'on fait en général? On fait un film à grandeur naturelle et puis on incruste des images à dimension réduite. Mais si vous avez fait une première année de physique, vous verrez tout de suite que la période du morbier ici est fausse. Parce que, disons, la période d'un pendule est proportionnelle à la racine de la carrée de la longueur. Et si cet objet ici était 5 fois plus grand, vous verrez quelque chose qui va beaucoup plus lentement. Donc si vous y tenez à une certaine vraisemblance physique, vous devez artificiellement ralentir dans votre film la vitesse d'oscillation du pendule. Donc il n'y a pas vraiment moyen de tricher si vous avez les choses, disons, des connaissances de physique de base. Alors, effectivement, je vous ai présenté déjà le cas de cette fonction. Alors ici, effectivement, vous êtes dans une situation dans laquelle l'échelle n'est pas définie. Donc on parle d'invariance d'échelle quand vous ne pouvez pas définir l'échelle, hein. Donc ici, si vous faites partir l'animation, vous avez, voilà, vous avez votre fonction qui produit des points, mais vous n'avez aucun moyen de savoir à quel moment du zoom vous vous trouvez. Alors, peut-être un peu plus compliqué, c'est le cas de cette spirale logarithmique. Ici, vous avez des équations, mais ce qui se passe, c'est que si vous dilatez l'échelle spatiale, hein,
multipliez R par un certain facteur, effectivement, vous tombez sur quelque chose de différent. Mais si vous avez encore la liberté de tourner, hein, de compenser ça avec une rotation, vous tombez exactement sur le même objet. Alors, entre parenthèses, cet objet, vous le trouvez un peu partout. Le Nautilus, les galaxies, les cyclones, le Romanesco. D'ailleurs, on peut superposer la spirale sur le coquillage, vous voyez que ça s'ajuste très très bien. Alors, légèrement plus compliqué, c'est ces fractales. Alors, les fractales, ici aussi, vous n'êtes pas capable de dire à quel moment du zoom vous êtes. Ça continue comme ça, il fait des images, il y a des formes qui reviennent de temps en temps, donc c'est très compliqué. Mais là aussi, il n'y a aucune possibilité d'identifier exactement à quel moment, à quelle profondeur vous êtes dans cette opération de changement d'échelle. Mais non, mathématiquement, les propriétés d'échelle, de façon très simple, peuvent être vues comme ça. Donc, vous avez une fonction hein, qui dépend d'une variable, et puis cette variable, vous la multipliez par votre facteur d'échelle, lambda. Alors, si vous pouvez écrire quelque chose comme ça, vous avez identifié les propriétés d'échelle de cette fonction. Alors là, vous avez la même fonction de départ et vous multipliez par un facteur. Prenons par exemple le carré ici, et x c'est le côté du carré. Alors maintenant, si votre fonction est la surface du carré, donc x fois x, x au carré, alors vous savez que si vous multipliez x par 2, la surface va être multipliée par 4. Donc n vaut 2 ici, 2 fois 2 puissance 2. Si par contre vous aviez, je ne sais pas, le périmètre, donc la fonction ce serait 4 fois x, x plus x plus x plus x. Alors si vous multipliez x par 3, vous aurez simplement le périmètre sera multiplié aussi par 3. Donc n, ce serait égal à 1. Maintenant, si n égale à 0, il y a invariance totale. Donc la fonction ne dépend pas de x. Alors maintenant, si vous prenez en cube, ce sera x au cube, le volume, et votre dépendance, ce sera un n égale 3. Donc n est appelé l'index de l'échelle. Alors, ce problème a été étudié, peut-être par plusieurs personnes, mais disons, je crois que la première fois que quelqu'un s'est occupé d'une façon systématique des questions d'échelle, c'est M. Galilée, hein, vous savez, celui qui a inventé la méthode scientifique moderne, et il a étudié la résistance des squelettes des animaux. Alors, imaginez la chose suivante. Vous prenez un chien, hein, un os d'un chien ici, et puis, alors là, je lui ai donné comme dimension un comme ça, noir, et puis un rouge vertical. Et puis avec l'ordinateur, je multipliais l'échelle par 2,5, donc ça donne ça. Bon, c'est un peu plus flou, hein. Mais bon, voilà, ça fait 2,5 et 2,5. Alors, si vous regardez ça, donc le volume de ce chien dilaté, hein, ça fait un animal qui a un volume 2,5 au cube plus grand que le départ. Donc son poids sera aussi proportionnel. 2,5 au cube, ça fait quoi? 15, quelque chose comme ça. 15 fois plus grand. Du point de vue de la résistance de la squelette, enfin, je ne sais pas, les médecins ici me diront peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons, c'est probablement proportionnel plutôt à la section, hein, donc à la surface de l'os, ici, que vous coupez transversalement. Et la surface, elle est multipliée par environ 6, donc 2,5 au carré. Donc le poids de l'animal varie beaucoup plus vite que sa résistance, la résistance de sa squelette. Donc si vous voulez avoir complètement en proportion, voilà, qu'est-ce que vous devrez trouver comme os? Donc vous devrez, oui, agrandir la longueur, mais aussi rendre l'os beaucoup plus épais. Alors Galilée dit, je crois qu'un petit chien pourrait porter sur son dos 2 ou 3 chiens de la même taille, alors que je doute qu'un cheval puisse porter même un seul cheval de sa taille. Donc il a compris que, ouais, on peut changer l'échelle des choses, mais ça ne va pas d'une façon si simple, on doit payer quelque chose. Alors maintenant on va parler de ces animaux volants.
Alors, une fois que j'avais écrit le résumé, après que j'ai écrit le résumé, effectivement, l'oiseau le plus gros qui existe, qui vole, c'est cet albatros, donc avec une envergure de 3 mètres, 3,5 mètres. Mais j'ai découvert qu'il y a 100 millions d'années, il y avait cet animal un peu étrange et qui pesait 200 kg et qui avait une envergure de 10 mètres. Donc il paraît que c'était l'animal volant le plus gros qui a vécu sur Terre. De l'autre côté, j'ai découvert qu'il y a encore une guêpe encore plus petite que celle que j'ai indiquée dans le résumé. Il y a cette Megaphragma miparipène qui s'est volée et qui a une taille de 200 micromètres, donc 0,2 mm, tout petite. Et puis évidemment, il y a aussi d'autres animaux volants, c'est l'homme qui arrive à voler avec cet engin construit par le MIT. Il fait 34 mètres d'envergure, il est très fragile cet objet ici. C'est intéressant de voir qu'ils disent que la consommation vaut 1,5 litre à l'heure de boissons énergisantes. Et puis ils font les calculs là-dessus. Voilà, alors maintenant la question est la suivante. Donc ça c'est des animaux volants, hein, mais ils appartiennent à des échelles complètement différentes du point de vue spatial, poids, vitesse. Est-ce qu'on peut trouver un dénominateur commun? Est-ce qu'on peut créer une théorie généralisée du vol animal? Alors, on revient au problème des modèles réduits, dans son problème d'ingénieur. Vous savez, on fait des tests dans ce qu'on appelle les tunnels à vent, donc il y a des gros ventilateurs, et puis vous mettez dans ces tunnels, vous mettez votre avion, votre voiture. Évidemment, si l'avion est trop grand, vous êtes obligé de mettre des modèles réduits. Et donc, la question, c'est est-ce que les tests que vous faites sur un modèle réduit par un facteur 4 sont valables et vous pouvez extrapoler à la vraie grandeur? La réponse est, naturellement, ce n'est pas si simple. Donc, mais c'est un problème d'invariance d'échelle. Hein. Et il y a, bon, c'est trop partout en physique, mais aussi dans d'autres domaines. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y a clairement toujours des domaines de validité. Alors ici, je vous donne un exemple, toujours pour rester dans le cas des avions, je vous donne un exemple très naïf de définition de fenêtre de validité. Alors, un avion vole sur l'air. Donc, c'est absurde d'imaginer un avion qui soit plus petit que molécule d'air. Hein? Vice-versa, vu que vous êtes dans l'atmosphère, si vous prenez un avion de 20 km, bon, il va sortir de l'atmosphère, il y a un bout qui est dedans, un bout qui est dehors, donc ça ne veut rien dire. Hein? Donc ça serait de toute façon les limites naïves de validité d'un calcul de variance d'échelle. Alors maintenant, peut-être plus physique, c'est le cas de la vitesse ici. Supposons que vous voulez étudier le comportement d'une Ferrari à 300 km/h dans un tunnel à vent, et votre tunnel va jusqu'à 200 km. Donc l'air peut courir jusqu'à 200 km/h. Bon, entre 200 et 300, vous pouvez imaginer que vous pouvez faire quelques corrections. Hein. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il existe un palier, un point qui correspond à un passage de phase absolue et qui correspond à la vitesse du son. Alors, l'étude du comportement d'un avion à régime subsonique et supersonique est différent. Donc, vous ne pouvez pas facilement extrapoler ce que vous avez mesuré dans un régime subsonique au cas supersonique. Et puis, de toute façon, la petite guêpe ici, je vous dis aussi la chose suivante. Oui, je suis capable de voler, mais je ne le fais pas comme les autres insectes. En effet, si vous regardez bien, il n'a pas vraiment des ailes. Elle n'a pas des ailes. Elle a des gros poils ici. Donc, elle travaille d'une façon différente qu'une aile normale. Effectivement, si vous faites... Enfin, les gens qui savent faire les calculs d'aérodynamique et de mécanique des fluides vous disent que s'il avait essayé de mettre des ailes normales, il n'aurait pas fonctionné. C'est trop petit. Ça n'arrive pas, il n'arrive pas
à s'élever. Donc, il serait trop gros, trop puissant. Donc, il doit faire quelque chose un peu comme vous savez, les mouches qui voyagent sur l'eau, hein, les insectes qui voyagent sur l'eau. Donc, c'est quelque chose, cette poils s'accroche aux molécules, je ne sais pas comment exactement. Mais enfin, le problème de la dynamique et la mécanique des fluides est peut-être une des choses qui a été étudiée très intensivement il y a 1 ou 2 siècles, était un problème qui était certainement déjà présent chez les Égyptiens, chez les Arabes avec leurs fontaines, mais c'était un problème toujours très difficile à traiter. Et peut-être un des moments importants de cette étude, de l'approche mathématique aux questions des écoulements, c'est d'essayer de prédire quand est-ce que l'écoulement passe d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent. Donc, vous savez que si vous ouvrez trop un robinet, donc à faible débit, vous voyez bien l'eau transparente, et puis dès que vous ouvrez trop fort, ça commence à être trouble. Hein. Et donc c'est le passage d'un régime laminaire à turbulent. Et puis voilà ce que M. Reynolds a fait, justement, avec des expériences que les gens ici à l'université faisaient en première année, mais ils ne le font plus. Mais disons, c'était la chose suivante. Vous avez un réservoir d'eau, un tuyau, et puis, transparent dans ces cas-là, et puis vous faites entrer quelques gouttes d'encre ici, exactement à cet endroit-là. Et si l'écoulement est laminaire, donc l'encre continue tout droit, et puis vous voyez qu'elle reste séparée du reste du liquide. Puis maintenant, si vous élevez un petit peu le niveau de l'eau, la vitesse augmente, et il existe un moment où l'écoulement se transforme en écoulement turbulent. Donc l'encre se mélange. Ça, c'est les images que Reynolds a fait. Donc en plus, il a fait quelque chose de spécial. Ici, c'est un mouvement chaotique, et ce qu'il a fait, c'est utiliser un système stroboscopique pour voir à un instant donné qu'est-ce qui s'est passé. Il a vu qu'il y avait des petits tourbillons, mais ces tourbillons bougent, et donc tout se mélange. Et bon, il n'avait pas des systèmes photographiques excellents à l'époque, mais il a vu quand même qu'il y avait des tourbillons là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on attaque mathématiquement cette histoire? Donc, ça, c'est la chose qu'on fait quand on est complètement désespéré, on ne sait pas comment traiter les problèmes. Il a pris les variables qui, d'après lui, étaient importantes dans les problèmes. Alors, ici, si vous regardez, quelles sont les variables? Bon, la vitesse d'écoulement du fluide, la dimension du tuyau, et puis le fait que c'est de l'eau. Hein. Donc, la caractéristique de l'eau qui va affecter ces comportements est la viscosité. Plus c'est visqueux, plus la tendance à voyager de façon cohérente. Alors, il a mis tout ça ensemble, il a créé un nombre. Donc, ce nombre qu'on appelle aujourd'hui le nombre de Reynolds est un nombre qui n'a pas de dimension, il n'y a pas de mètres, de centimètres, donc c'est un nombre pur. Donc l'idée, c'est que si vous, en quelque sorte, vous êtes en train de vous affranchir des unités, d'unités des mesures. Si vous utilisez un système d'unités de mesure cohérent, vous tombez toujours sur le même résultat physique. En faisant cela, on peut définir des règles empiriques. C'est des mesures qu'on fait avec les systèmes de tout à l'heure. Donc vous avez des règles un peu comme celui-ci. Dans le cas du flux dans un tube de section circulaire, on a un régime laminaire quand le nombre de Reynolds est plus petit que 1000, intermédiaire entre 1000 et 2000, et turbulent au-delà de 2000. Et donc, vous vous êtes affranchi de V, L et mu, donc vous les avez mélangés un peu ensemble. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que si maintenant je reprends le problème du modèle réduit, c'est le problème que les ingénieurs parlent de similitude. C'est-à-dire, on essaie de décrire un système par un système grand, par un système réduit, ou vice-versa. Alors, il y a des choses faciles à réduire. Donc, la taille, par exemple, vous pouvez la réduire facilement. Mais après, tout le reste devient compliqué. Alors, on se retrouve, par exemple, au même problème que Galilée. Donc, si vous changez
vous faites des mesures sur un système d'une certaine taille, et puis vous multipliez tout par 2, alors le poids il est multiplié par 8, et la surface de l'aile est multipliée par 4. Donc la portance qui dépend de l'aile varie moins vite que le poids. Et donc vous devez corriger la puissance des moteurs si vous voulez obtenir quelque chose qui vole. Mais ce n'est pas la seule chose. Vu qu'on a vu le nombre de Reynolds, c'est que les propriétés des frottements de l'air contre l'avion et puis la formation de turbulences, des choses comme ça, si vous croyez à ce que Reynolds a fait, vont dépendre de ces ensembles de grandeur. Donc il y aura la viscosité de l'air et puis une certaine hauteur, la vitesse de l'avion et puis les dimensions de l'avion. Donc si vous changez les dimensions spatiales, vous pouvez essayer de corriger, par exemple si vous multipliez, disons si vous divisez les dimensions spatiales par 2, vous faites un modèle réduit à facteur 2, vous pouvez essayer de compenser en multipliant la vitesse par 2 ou quelque chose comme ça. Alors, en réalité, les gens qui font ces tests, ils peuvent changer un tas de choses, la température, ils peuvent changer même la pression, des choses comme ça. Mais vous voyez que vous ne pouvez pas simplement passer d'une échelle à une autre de façon très simple. Alors, l'autre chose dont je vais vous parler, ici il y a aussi des physiciens des matériaux, donc ils vont dire que je suis un incompétent là-dessus. Mais disons, les sciences des matériaux est un domaine dans lequel, voilà, on étudie les choses un peu à toutes les dimensions. Donc, on parle de l'échelle atomique, les nanotechnologies, les micros et les macros. Donc, macro, c'est les poutres qui sont ici. Et alors, par exemple, ici, vous avez les fameux nanotubes, donc on sait assembler les choses. Est-ce que ce truc-là, il est capable de fonctionner? Voilà, on peut faire tourner le nanotube. Donc, il y a des atomes de carbone qui sont organisés sous forme de ce tube, et puis ces objets-là ont des propriétés intéressantes, électriques, mécaniques, etc. Alors, vous savez très bien que les propriétés macroscopiques dépendent des petites échelles, donc de comment les atomes se sont organisés, la structure cristalline. Alors c'est pour ça que le diamant est dur, isolant, transparent, et puis le graphite est mou, conducteur, opaque, parce que la structure cristalline est complètement différente. Et puis les dames préfèrent celui-ci à celui-là. Et ça coûte beaucoup plus cher. Maintenant, si vous fabriquez une voiture ou bien une turbine, vous devez essayer de contrôler quelle est la structure microscopique. Et puis, vous savez que, enfin, les gens qui étudient les matériaux savent que cet objet ici est déformable, tandis que celui-ci est vraiment compact et très résistant. Aussi, les propriétés de couleur, ça c'est de l'or. Et puis, si les petits grains d'or ici sont 100 nanomètres, vous voyez du violet, 20 nanomètres c'est du rouge, et 1 nanomètre du jaune. C'est les propriétés de diffusion de la lumière là-dedans, d'absorption plutôt. Alors, passons maintenant au domaine de la recherche fondamentale. Donc, première chose, vous savez probablement que M. Maxwell, en 1800, a marié électricité et magnétisme, l'interaction électrique et le magnétisme, et il a créé ce qu'on appelle la théorie électromagnétique. Donc il a réduit le nombre d'entités en une seule. Il a fait un premier mariage qui a simplifié un peu la vision de l'univers. Alors, la radio, les ondes radio, la lumière, les rayons X, les gamma sont toutes des ondes électromagnétiques. Et une chose que tout de suite les gens ont vue, c'est que ces champs électriques et magnétiques qui dépendent de la position du temps sont des fonctions invariant par changement d'échelle, des coordonnées de l'espace-temps. Si vous multipliez x par lambda, vous devez multiplier t par lambda et vous tombez sur le même résultat physique. C'est dû au fait que, disons, c'est le C qui est ici qui lie les deux choses. Donc, si vous faites cela, votre vitesse de la lumière reste constante et tout fonctionne.
Et donc c'est la découverte, si on veut, de l'espace-temps. Puis après, Einstein est venu, Lorentz et tous ces gens, ils ont créé la théorie de la réalité restreinte basée sur le fait que la vitesse de la lumière est une constante. Maintenant, si on regarde l'échelle spatiale, point de vue du physicien, de l'astronome, du cosmologue, donc vous avez l'univers visible, 10 puissance 27 mètres, une galaxie là-dedans, ça fait 10 puissance 20 mètres, système solaire 10 puissance 11, la Terre 10 puissance 7, et nous 1 mètre. Puis vous pouvez continuer, et maintenant vous allez vers le bas. Nous 1 mètre, une cellule 10-5, l'atome 10-10. Dans l'atome, vous avez l'électron ici qui tourne autour et le noyau. Le noyau n'est pas élémentaire, il y a des protons et des neutrons. Chaque proton et neutron, c'est de l'ordre de 10-15 mètres. Et puis voilà qu'on découvre que les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires, mais il y a des quarks. Alors, jusqu'à présent, ce qu'on appelle particules élémentaires, ce sont les quarks et les électrons. Donc, on n'a pas encore vu de sous-structure. Et avec cela, maintenant, donc je passe au domaine de la physique des particules, mais ce qu'on aimerait faire, c'est jouer un peu le même jeu qu'Aristote a fait il y a quelques siècles. Il y a un système basé sur des idées simples, et puis on veut utiliser ces idées simples, ces entités élémentaires, pour décrire des grands objets, donc l'astronomie, cosmologie, ou des choses à l'échelle humaine, la médecine, hein, donc ici la bile jaune, la lymphe, etc. etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle standard. Alors le modèle standard en physique des particules, c'est une formule un peu plus compliquée, et puis elle n'est même pas très complète parce qu'il n'y a pas la gravité là-dedans. Ne lisez pas la formule, par contre je peux vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Alors, le modèle standard aujourd'hui est basé sur deux secteurs, appelons ça matière et les interactions. Alors commençons déjà avec la matière. Il y a les quarks et puis ce qu'on appelle les leptons. Alors là vous voyez l'électron, vous voyez les deux quarks qui vont former le proton et le neutron. Et puis, ça on ne sait pas pourquoi exactement encore, il y a encore deux copies de cette chose ici, avec des particules qui sont plus lourdes que celles de la matière ordinaire. Alors ça c'est déjà un petit mystère. Mais non, ça c'est l'autre mystère, c'est, disons, l'échelle de énergie. Donc énergie ou masse, c'est la même chose, égal mc carré. On ne sait pas pourquoi les particules sont distribuées sur des échelles gigantesques. Alors le quark qu'on appelle top, par rapport aux neutrinos qui sont un peu par là, on ne sait pas très bien où exactement, mais il y a 3, 6, 9, au moins 12 ordres de magnitude de masse ou d'énergie. Alors on a un mécanisme, le mécanisme de Higgs, qui permet de donner les masses de particules, mais la valeur est inconnue, c'est un paramètre qu'il faut mesurer. Même chose, même problème est pour les interactions, donc les forces qui tiennent ensemble les quarks, etc., etc. Donc vous connaissez l'interaction électromagnétique, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, Maxwell, le photon ici. L'interaction forte, c'est celle qui lie les quarks ensemble, dans le proton par exemple. Et l'interaction faible, c'est quelque chose qui perturbe, qui désintègre les particules. Alors, dans ce modèle standard des particules, il n'y a pas la gravité. Et pourtant, le Soleil travaille avec toutes les interactions. Hein. Donc, il est tenu ensemble par la gravité, les cohésions des noyaux est due à l'interaction forte, l'énergie générée par interaction forte et faible, et puis la lumière arrive chez nous, hein, donc c'est l'onde électromagnétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si on regarde l'intensité de ces forces, donc, prenez deux particules, vous les mettez à une certaine distance et vous mesurez la force. Alors, pour les interactions fortes, vous lui donnez par exemple une valeur 1, et en utilisant cette définition ici, la force électromagnétique est 1/100 de la force de 10-2, la force faible 10-6, et la force gravitationnelle est 10-39. Hein, donc extrêmement faible par rapport à la force forte. Comme Maxwell a fait, donc Maxwell il a réussi à mettre ensemble électricité et magnétisme
on a réussi avec un tour de force, on peut dire, à mettre ensemble, à marier la force faible et la force électromagnétique dans une théorie qui s'appelle la théorie électrofaible, où apparaît le Higgs et toutes ces belles choses. Hein. Alors là, on a fait cette opération, et maintenant, on aimerait aussi mettre la force forte ensemble. Alors, évidemment, la force forte, elle est un peu trop forte, mais ce qu'on a observé, ça vient de la mécanique quantique en quelque sorte, c'est qu'en réalité, ces forces dépendent de l'échelle d'énergie dans laquelle vous faites la mesure. Alors, si vous, par exemple, donc au CERN, on fait des collisions à des grandes énergies, et c'est qu'on constate par exemple que la force forte qui vaut, disons, 1 à l'énergie, disons là-dedans, hein, à l'énergie 0 pratiquement, si vous allez au CERN, elle était un peu plus faible, elle était 1/10. Donc si vous extrapolez les forces, les intensités des forces à grande énergie, vous verrez donc que la force forte diminue de force et l'intensité de la force électrofaible augmente. Et puis elle se rencontre quelque part ici, à très grande énergie. Et on espère pouvoir trouver une théorie qui unifie les forces à cet endroit-là. Donc on aurait en quelque sorte l'univers qui a été créé, il est très chaud, on a une seule type d'interaction, puis dès qu'elle se refroidit, voilà que les forces se séparent et donnent la variété qu'on observe aujourd'hui. Le problème dans la théorie, c'est que maintenant on a cette brave force gravitationnelle qui n'est pas là-dedans. Et alors, si on veut revitaliser le bon Newton ici, il faut faire quelque chose. Là, il y a quand même, entre 10-39 et 10- quelque chose, il y a une trentaine au minimum d'ordre de grandeur. Hein. Donc l'échelle d'énergie et d'intensité est complètement différente. Alors, on va parler maintenant des cordes. Vous savez que les cordes vibrent, font des sons, on peut faire des nœuds. Et une des idées qu'on a eues dans les années 70, 80, du siècle passé, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes. Donc, dans le dessin de tout à l'heure, maintenant, on peut essayer d'ajuster à la place des quarks et de l'électron des bouts de cordes. Qui ont des tailles extrêmement petites, 10-35. Ces bouts de cordes ont des comportements mécaniques, si on veut, voilà, qui vibrent, font des choses un peu étranges. Donc, suivant comment ils se comportent, elles donnent les caractéristiques des particules, la charge électrique, la masse, etc., etc. Alors, en faisant cela, on a découvert que la théorie tient seulement si on fait l'hypothèse qu'on ne vit pas à 3 dimensions, mais à 9 dimensions. Donc on a inventé, cette théorie prédit l'existence de dimensions au-delà de celles qu'on connaît. Et voilà, les vibrations des cordes. Et là, j'ai représenté un certain nombre de gens qui ont travaillé avec les espaces à une dimension. Le plus vieux, c'est ce Klein ici. Et puis Veneziano, c'est quelqu'un qui a inventé la théorie des cordes. Et puis c'est Randall et Sundrum et Witten. Ce sont ceux qui ont introduit cette nouvelle idée. C'est que nous, on vit effectivement à 3 dimensions. Donc le modèle standard que je vous ai présenté tout à l'heure vit dans cette couche à 3 dimensions. Mais il y a d'autres dimensions que nous, on ne sent pas, mais qui permettent... Par contre, la gravité, elle peut aller là-dedans. Donc c'est la seule interaction qui peut voyager dans cet espace au-delà des 3 dimensions. Ce qui fait qu'elle est diluée. Nous, quand on fait le calcul de la force de Newton, qu'est-ce qu'on fait? On fait masse 1 fois masse 2 divisé par R au carré fois la constante de Newton. En réalité, ce n'est pas 1 sur R carré qu'il faudrait mettre, mais quelque chose qui tient aussi compte du fait que la force gravitationnelle, elle se dilue dans un espace beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Et donc, effectivement, la force de Newton serait la force réelle divisée par ce volume gigantesque à une dimension.
Et donc, cette valeur ici, un peu de le même ordre de grandeur que je sais pas, l'interaction forte ou faible ou l'électromagnétique. Et nous, on a l'impression de voir quelque chose de très faible, mais simplement parce qu'on vit dans une couche. Voilà. Alors maintenant, l'autre point dont je vais vous parler, c'est dans le domaine de la cosmologie et le Big Bang. Donc, si vous ne savez pas comment fonctionne le Big Bang, vous prenez le billet de 200 francs. Et puis, d'un certain côté, il y a l'histoire du Big Bang qui est représentée graphiquement. Il faut avoir un billet de 200 francs. Alors, quelle est l'idée? C'est que, voilà, il y a eu un certain moment au temps t égale 0, ou proche de t égale 0, il y a une grande explosion. Et puis, l'univers est en pleine expansion. Là, c'est l'axe du temps. Donc, aujourd'hui, on est là. Et ce phénomène ici, cette explosion a eu lieu environ 14 milliards d'années. Il y a 14 milliards d'années. Donc aujourd'hui, on voit des galaxies. Hein. Donc ici, je vous présente une belle image qui était prise par le Hubble. Donc ce que vous voyez là, à chaque point ici, c'est essentiellement une galaxie. Donc chaque galaxie, c'est des milliards d'étoiles. Et puis, c'est vraiment un patch vraiment très petit du ciel. Vous avez la Lune, c'est juste un tout petit morceau de Lune, comme un cratère. Donc vous voyez, il y a des milliards de galaxies. Alors, comment est-ce qu'on fabrique des galaxies? Donc, il vous faut que tout au départ, il y ait des centres de condensation, et puis, voilà que la matière collapse par gravité autour de ces centres. Or, disons, le point de vue normal d'un cosmologue, c'est-à-dire que l'univers a été créé uniformément, et puis il y a quelque chose qui a généré des non-uniformités. Alors ici, par exemple, c'est l'image que nous, on considère être la situation que l'univers avait quand il avait 380 000 ans. Hein, il était encore très jeune. Donc, les températures qu'on mesure ici correspondent déjà à une situation qui n'est pas homogène. C'est des petites fluctuations, mais au moins, ils nous disent que c'était déjà quelque chose dont la non-uniformité était déjà présente quand l'univers avait 380 000 ans. Alors, comment est-ce qu'on génère des non-uniformités? Voilà. Alors, le modèle qui fonctionne bien, enfin, à présent, c'est ce qu'on appelle le modèle d'inflation. Hein, donc, quand vous soufflez dans un ballon. Alors, l'inflation vous dit la chose suivante. L'univers était très concentré et en 10-32 secondes environ, l'échelle spatiale a été incrémentée d'un facteur 10 puissance 26. Donc, si vous aviez 1 mètre à ce moment-là, 10-32 secondes plus tard, c'était à peu près la taille de l'univers visible aujourd'hui. Donc, ça va vite, hein. On croit que c'est juste parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'univers est toujours en train en expansion, mais si il y avait juste la gravité, cette expansion devrait diminuer de vitesse. Et, au contraire, ce qu'on voit, c'est qu'on accélère. Donc, on a l'impression qu'on est en train de voir la queue de ce phénomène d'inflation. Maintenant, donc c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, et puis constante cosmologique, des choses comme ça. Alors, comment est-ce que ça se fait que cette histoire ici peut produire des non-uniformités? Alors, il faut ici invoquer ce qu'on appelle le principe d'Heisenberg. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'Heisenberg, mais je vous l'explique d'une façon très simple. Vous prenez cette bouteille ici, et puis, si je souffle dedans, et je souffle suffisamment longtemps, le son est bien défini. Vous avez une fréquence qui est bien définie. Mais il faut que je souffle suffisamment longtemps pour que l'air commence à faire des va-et-vient là-dedans. Maintenant, si la personne ici qui a soufflé pour la première fois dans l'univers l'a fait pendant 10-32 secondes, hein, les fréquences n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc les différentes parties de l'univers n'ont pas pu se mettre d'accord. Et donc on a eu des valeurs d'énergie et donc de masse différentes à différents endroits. De plus, le fait qu'il est parti à des distances très importantes tout de suite
empêcher les différentes parties de l'univers de communiquer entre elles et d'obtenir, s'échanger des photons, des trucs comme ça, et donc d'obtenir une redistribution des énergies. Donc, en quelque sorte, la situation quantique au temps t égale 0 est restée gelée. Bon, ce n'est pas le bon nom, parce que il y avait 10 puissance 27 degrés Kelvin. Donc, elle est restée en tout cas scotchée à la situation de départ. Et puis, voilà que les non-uniformités se sont redistribuées. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, si cette théorie est correcte, bien entendu, les grandes structures, donc nous, les grandes structures de l'univers, ont été créées et engendrées par des minuscules fluctuations quantiques au temps égale 0. Donc là, on a mis vraiment en communication l'échelle quantique, la plus petite possible qu'on connaît, avec l'échelle macroscopique, les étoiles et des choses comme ça. Alors, pour conclure, je vais vous parler du fine-tuning, des constantes physiques, l'ajustement fin. Alors là, vous voyez, ce gros caillou, ici, est tombé de la montagne, à, je ne sais pas, 500 mètres de distance. Il est descendu, et puis il s'est arrêté à 2 mètres environ de la maison. Donc, les gens qui sont là-dedans ont survécu parce qu'il y a eu un ajustement fin, 2 mètres sur 500 mètres. Alors, ce qu'on sait, c'est que, disons, l'ajustement fin en physique désigne la situation suivante, c'est qu'il y a certains paramètres physiques, comme par exemple les masses des particules, les interactions, la force des interactions, etc., etc., on trouve que si on les varie d'un tout petit peu, vous avez une situation complètement différente. Parfois, vous n'avez pas même pas la possibilité de générer la vie sur Terre. Alors, justement, une fois que vous avez fixé ces valeurs, vous pouvez évidemment élaborer vos théories, vous pouvez déterminer des choses comme le rapport de la quantité d'hydrogène et d'hélium dans l'univers, le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, la température d'ébullition de l'eau, la densité de l'eau, toutes des questions vitales. Et puis si vous changez un tout petit peu, c'est un désastre. Alors, je vous présente 3 exemples de catastrophes possibles. Première chose, la densité d'énergie qu'on suppose, on fait une hypothèse sur les densités d'énergie au début de l'univers. Si vous la changez d'une partie sur 10 puissance 55, alors vous avez tout de suite un problème, parce que ou l'univers est entre une expansion trop rapide ou trop lente, et vous n'avez pas formation de structure. Deuxième cas, désastre possible, si vous changez le rapport entre la force électromagnétique et gravitationnelle, d'un 10-40, 1 sur 10-40, 1 sur 1 10-40e, près, vous avez aussi un désastre. Parce qu'il se peut que vous n'arriviez pas à former, par exemple, des étoiles suffisamment massives pour produire les éléments lourds. Donc vous savez que nous, on est des poudres d'étoiles. Donc tout au départ, les étoiles étaient de l'hydrogène et de l'hélium. Puis avec les explosions des supernovae, on a dispersé fer, carbone et toutes ces choses-là. Donc si vous n'arrivez pas à fabriquer les étoiles de la bonne masse, voilà, les choses ne fonctionnent pas. Puis peut-être la chose la plus terrible, c'est celle-ci. C'est cette fameuse constante cosmologique qui exprime justement l'accélération qu'on voit aujourd'hui de l'expansion de l'univers, donc qui peut-être est la suite de l'inflation. Alors, ce nombre ici est très petit, donc il est paramétrisé par ce lambda qui vaut 2,89 10 122 mesuré avec une grande précision. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les théoriciens ne sont pas capables de prédire ces valeurs ici. La valeur théorique la plus proche est 10-2. Donc, il y a ici une erreur de 10 puissance 120. Donc, on considère ça comme la pire prédiction théorique de toute l'histoire. Mais enfin, heureusement que c'est tout petit comme ça, parce que si vous changez un tout petit peu ces valeurs, vous mettez un peu plus grand, mais pas beaucoup, cette image va devenir quelque chose comme ça.
et on ne serait même pas là pour en discuter. Donc voilà, vous voyez, notre existence dépend peut-être de ces constantes, et puis alors là, il y a les grandes questions philosophiques, comment ça se fait qu'on est là, pourquoi l'univers a été créé comme ça, parfaitement, avec les bonnes valeurs, des constantes. Il y a le principe anthropique et des choses comme ça. Bon, c'est pour une autre conférence. Alors, pour conclure, je vous présente cette... Donc, je n'ai pas vraiment de conclusion, mais j'ai trouvé cet article ici, 2017, qui dit, OK, nature at the deepest level may not differentiate between scales. Donc, on a une nouvelle cosmologie, une nouvelle... nouveau modèle à mettre dans la Bible qui décrit l'univers comme étant quelque chose qui est sans échelle au départ. Alors, au jour 1 de la création de l'univers, on crée les particules, et le jour 2, les particules elles-mêmes définissent les échelles en interagissant. Donc, elles définissent les masses, les dimensions spatiales, etc., etc. Donc, c'est une autre façon disons, je ne sais pas si ce type de théorie va survivre encore une année ou deux, mais c'est assez intéressant parce que ça simplifie vraiment, disons, le nombre d'entités de départ deviennent très, très petites. Donc, on imagine quelque chose qui est automatique. Voilà, alors maintenant, certains d'entre vous doivent préparer un rapport, donc je vous conseille peut-être de suivre les conseils de Calvin et Hobbes. Voilà. J'ai terminé.